transition soit la plus rapide possible, autant par souci de respecter le timing que parce que les phrases que vous venez d'entendre doivent résonner avec le propos qu'Alain va vous tenir. J'en profite pour vous dire que par rapport à ce qui est marqué dans le programme, puisqu'il y a une petite confusion sur le détail des séquences, on va bien entendu entendre tout de suite Alain. Ensuite, on prendra 6-8 minutes avec lui pour donner quelques pistes pour son nouveau roman, Petit Piment, qui est en vente en librairie à partir d'aujourd'hui. Nous avions connu la même chance il y a 3 ans, lors de la sortie de Peste et choléra de Patrick Deville, d'avoir le livre avant même qu'il ne soit en vente. Ce livre est en vente au fond de la salle depuis 2 jours, alors qu'il n'est en librairie que depuis aujourd'hui. Donc on va essayer de vous donner l'envie de lire le nouveau livre d'Alain Mabanckou, qui est un des phare de la rentrée littéraire des éditions du Seuil. Donc on en parlera un petit peu avant que je mène un entretien avec Patrick Deville, dont je parlais à l'instant. Mais maintenant, je vois qu'Alain arrive, donc nous allons immédiatement lui donner la parole. Et puisqu'il va nous parler de Baldwin, j'en profite pour vous rappeler que son livre, Lettre à Jimmy, est en livre de poche et disponible également au fond de la salle. Alain nous a rejoint, tout va bien. Bien. J'éteins quand même la modernité. C'est pas bête, ça peut être utile. C'est à moi, je suppose. Oui, merci. Tu pars quand tu veux. Merci donc de m'inviter à ce festival, 20e année que ce festival se fait. Et depuis fort longtemps, Francis souhaitait que je vienne, mais le fait que je vive à cheval entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique avait fait que je n'avais pas pu honorer ce grand plaisir. Et je peux vous assurer que hier, la nourriture était très bonne. J'ai très bien mangé. Et je crois que les écrivains qui viennent ici pourraient avoir le même témoignage. Parler aujourd'hui de James Baldwin en quelques minutes, en une dizaine de minutes, c'est aussi dire dans quelles circonstances j'étais allé à la rencontre de cet écrivain que j'aurais voulu rencontrer personnellement. Mais il est mort donc en 1987 et je suis arrivé en France en 1989. Ce qui fait que parfois dans la vie, les circonstances font qu'on ne puisse pas rencontrer les gens à 2 années près. Mais je souhaitais quand même lui rendre un hommage dans mon livre « Lettre à Jimmy » que j'avais publié en 2007 aux éditions Fayard et qui a été réédité en point aux éditions du Seuil. Pourquoi j'avais écrit ce livre ? Il faut dire aussi que je vivais dans le Michigan où l'hiver était très rigoureux. Il faisait moins 40 et la neige avait parfois la taille d'un pygmée du Gabon. Donc c'était une sorte de neige terrible à tel point que souvent quand j'ouvrais la fenêtre, la petite voiture que j'avais avait disparu. C'est le voisin qui me disait « Ne cherche pas. Prends une pelle, la voiture est dans la neige. » Donc il y avait cette sorte d'ennui et je me mettais à lire James Baldwin en anglais pour peaufiner l'anglais. Parce que quand j'étais allé aux États-Unis, évidemment, j'étais comme tout Congolais moyen, j'allais dire comme tout Français moyen. J'avais simplement les formules, mon tailleur est très riche, my tailor est riche, et qu'il fallait peaufiner cela. Et c'est grâce à ce livre, La prochaine fois le feu, que j'ai commencé à relire James Baldwin. J'avais lu quelques pièces en français et que j'ai commencé à lire dans la langue de Hemingway, Shakespeare ou les Soyinka. Et je suis tombé donc sur ce livre, La prochaine fois le feu, qui semblait m'interpeller, qui peut-être semblait être le livre capital dans ma conception des rapports avec les autres. Ce livre m'avait permis de ne plus considérer le monde en une photographie en noir et blanc, de ne plus orienter mon écriture contre forcément l'Occident, mais parfois de me regarder moi-même, de regarder mon passé et de dire que je ne suis pas simplement un objet historique qui passerait son temps justement à demander des comptes à l'égard de l'Occident, etc. Ce que James Baldwin disait alors dans ce livre, La prochaine fois le feu, reste d'actualité. Une phrase que j'ai recopiée tout à l'heure sur mon billet d'avion, par exemple, qui disait « Le passé du noir, ce passé de cordes, de feu,
de torture, de castration, d'infanticide, de viol, de mort et d'humiliation, de peur jour et nuit. On a l'impression que c'est une phrase qui a été écrite par rapport à l'actualité que nous avons aujourd'hui aux États-Unis, où le noir doit toujours se battre, doit toujours rechercher dans son existence les raisons d'expliquer qu'il est un Américain, vraiment entièrement un Américain et non un Américain à part. Et ce qui m'avait aussi intéressé, c'était la position de James Baldwin vis-à-vis des États-Unis lorsqu'il dit, par exemple, « Je ne suis pas sous la tutelle des États-Unis, je suis un des premiers Américains à être arrivé sur ces rives. » Il rappelait de ce fait que la société américaine était une société de superposition ethnique. Ce n'était pas forcément un pays dans une tradition ancienne, avec un peuple qui avait vécu la même histoire, mais c'était des histoires qui étaient venues s'enchevêtrer pour créer la notion même des États-Unis d'Amérique. On a ces divergences quand on voit ce qui se passe aux États-Unis où les Noirs sont d'un côté, les Asiatiques de l'autre, je ne sais pas, les Blancs de leur côté. Et on se dit, comment fait ce pays pour marcher quand même malgré ce déséquilibre qui se trouve là? Et c'est là que s'était posée justement cette fameuse question de la race, de la couleur. Mais l'avantage de Baldwin, c'est qu'il ajoutait aussi que humainement, personnellement, la couleur n'existe pas. Politiquement, elle existe. Ce qui voulait dire que dans une société comme les États-Unis, et hier j'ai discuté de ça en mangeant le plus beau repas de cette année ici, j'ai discuté de ça avec ma voisine de table, j'oublie le nom, mais ça viendra, mais j'espère qu'elle est dans la salle, où je lui expliquais que la situation contemporaine aux États-Unis n'est pas forcément une situation de race, c'est devenu une situation de classe, c'est-à-dire qu'on ignore qu'il existe une bourgeoisie noire aux États-Unis. On ignore que chaque fois que, par exemple, le noir américain accède à la classe bourgeoise, son premier réflexe, c'est de se retirer de ce ghetto et qu'une fois que vous avez acquis ce statut de bourgeois, la couleur elle-même semble disparaître, la couleur semble être gommée. Et ce sont ces éléments qui m'avaient poussé plus tard à écrire également Le sanglot de l'homme noir. Et si je m'étais intéressé enfin à cet écrivain aussi, parce qu'il y avait un parallélisme dans son existence. Quand il était né en 1924, le père l'avait abandonné et qu'il a été adopté par ce monsieur qui lui donnera le nom de Baldwin, et que sa propre mère avait 7 ou 8 enfants et qu'il vivait dans le Harlem qui était un Harlem de ségrégation raciale et qu'il devait être un prêtre, mais qu'il a renoncé à cette vocation parce qu'il estimait qu'il était cloisonné. Eh bien, en renonçant à cette sorte de vocation plutôt religieuse, il refoulait aussi toutes ces conventions et de ce fait réclamait une certaine liberté dans le choix de la vie, une liberté sexuelle, puisque vous savez toujours que le grand problème pour beaucoup d'autres écrivains contemporains de l'époque, c'est que James Baldwin avait ce qu'il appelait le jackpot. Il était écrivain noir, homosexuel. Donc il disait que j'ai gagné le jackpot parce que ce n'était pas facile de le faire dans ces années 60. Et on a raconté à foison sa liaison avec Marlon Brando, avec qui ils avaient partagé un appartement. Et Baldwin va vivre dans Greenwich Village, qui était vraiment le symbole de la liberté, jusqu'à ce que, ne supportant plus la ségrégation raciale qui se faisait là et peut-être l'homophobie qui régnait là-bas, il s'est exilé dans ce beau pays, la France, où il y avait une certaine liberté. On l'a vu traîner dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, côtoyer Sartre, Simone de Beauvoir, Richard Wright, qui l'avait amené ici. C'était à cette époque que le mouvement qu'on avait appelé le mouvement de Harlem Renaissance s'était
expatrié et était venu en France. Et puis, il a vécu pratiquement jusqu'à la fin de ses jours à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, puisqu'il est mort là-bas. Sa maison est là, et tout le monde défilait. Les Yves Montand, les Simone Signoret, les Miles Davis, les Maya Angelou, les Nina Simone venaient le voir dans le sud de la France. Et enfin, James Baldwin demeure à ce jour l'un des plus grands théoriciens du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pour quelqu'un qui n'avait pas fait des agrégations ou les études les plus pointues qui auraient poussé cet homme à écrire des livres avec des notes de bas des pages comme on a l'habitude de le faire en tout petit, eh bien, l'analyse qu'il a faite de cette société de discrimination reste une analyse contemporaine, reste une analyse vivante, puissante, qui continue à inspirer tout le monde, et même les Américains le lisent aujourd'hui pour aller rechercher peut-être ce qui était une vérité venue trop tôt dans une Amérique qui aujourd'hui se cherche encore des leaders, se cherche encore des meneurs, qui a réussi, dit-on, à mettre au pouvoir un président de couleur. Je ne dis pas noir parce que quand on dit président noir, il y a aussi une part blanche, il y a une part africaine, il y a une part américaine. Donc une société peut-être qui a eu cette présidence parce que aussi il y avait Baldwin, il y avait Richard White, il y avait Chester Himes, il y avait tous ces Noirs américains qui avaient écrit des livres pour les libérer. Et je pense que je n'en dirai pas trop plus, mais le reste se trouve dans le livre que je lui ai dédié, Lettre à Jimmy, et qui est écrit comme un murmure avec, au départ, cette question de l'Amérique noire et peut-être aussi la question de notre humanisme. Nous sommes peut-être tous de la même couleur. Il ne faut jamais croire ce que nous voyons. Il faut toujours voir ce que vous avez vu vous-même et ce que vous avez analysé avec cette intime conviction qui fait de nous des êtres quand même un peu au-dessus des animaux, encore que je reste persuadé que les animaux aussi ont une philosophie qu'il nous faut apprendre. Merci Alain. On va consacrer un bref instant à te faire parler de ton nouveau roman qui sort aujourd'hui même, Petit Piment, et que nous avions déjà sur la table du libraire depuis 2 jours. Mais puisque tu viens d'évoquer et de renvoyer nos festivaliers à cette lettre à Jimmy, qui a près de 10 ans maintenant, je me suis demandé, puisque c'est une adresse, on peut dire une lettre, mais c'est surtout une adresse. C'est une façon, comme tu disais, c'est presque murmuré. C'est quelque chose qui est de l'ordre du dialogue en confidence. Est-ce que, près de 10 ans plus tard, il y a quelqu'un de comparable à Baldwin avec qui tu échanges et que peut-être on va retrouver sous ta plume de façon publique? Mais je pense que la personne qui était comparable, c'était Amiri Baraka, mais qui vient de mourir. L'autre personne, c'était Maya Angelou, qui vient également de mourir. Mais je pensais aussi à Nina Simone. Tous, ils étaient des amis de James Baldwin, qui vient également de mourir. Mais je pense que... Enfin, Baldwin était mort, donc le fait qu'il soit mort ne t'empêche pas de leur dédicacer une lettre. Oui, mais on ne fait pas faire chaque fois des lettres, chaque fois que les gens meurent. Donc il faut aussi, je pense... je cherche une personne vivante, mais je la vois peut-être sous les traits d'un grand penseur, disons, africain qui est devenu noir américain, qui s'appelle Anthony Appiah, qui m'inspire beaucoup. Et je pense que j'aimerais bien travailler avec lui sur ces questions un peu de confrontation sociale, d'intégration. Et peut-être la chose la plus essentielle, Baldwin ayant traité la question de la race avec acuité, il faut maintenant faire de sorte qu'on ne puisse pas forcément considérer le destin d'un noir par rapport seulement à l'histoire passée qu'il a vécue. Moi, je voudrais considérer le destin de l'homme noir dans le présent. Comment il ferait pour ne plus avoir ce défaitisme, cette défaite où il se dit « je ne peux pas réussir parce que je suis noir ». Eh bien, je voudrais réinventer peut-être ce qu'on pourrait appeler l'existentialisme noir. C'est-à-dire que partir du fait que je suis noir, c'est pas grave. Ça, je ne peux pas le changer. Mais je vais démontrer dans ma volonté qu'au-delà de la couleur qu'on m'a donnée, parce que ce que disait Frantz Fanon,
c'est que le noir a été inventé par le blanc. Et par ricochet, le noir aussi a inventé le blanc. La définition qu'on donne du noir est une définition blanche. Et la définition qu'on donne du blanc chez les noirs, c'est les noirs qui ont donné cette définition. Comment faire que nous ne soyons plus gouvernés par des concepts, mais par des actions que nous posons dans la vie quotidienne chaque jour. Donc, l'homme, comme disait Jacques Roumain, l'écrivain haïtien, guyanais, l'homme est le boulanger de sa vie. Je voudrais que nous pétrissions justement notre existence, que nous prenions la patience du boulanger qui met de la levure, qui attend que la pâte monte et puis qui forme, qui façonne des pains de différents types. C'est ça, l'homme est le boulanger de sa vie. Peut-être que ça pourrait être le titre d'un livre. On va attendre avec intérêt les prochaines publications que tu nous offriras. Je voudrais quand même donc présenter très rapidement ce Petit Piment. Le Petit Piment, c'est un mot sur l'intrigue tout de suite. Hein, pour simplifier, on va dire que c'est un récit d'apprentissage, mais un récit d'apprentissage à ta manière, donc singulière, avec énormément de variations sur le ton. En clair, c'est un jeune orphelin qui vit un début assez éprouvant dans un orphelinat catholique tenu par un personnage peu recommandable. Et puis, du jour au lendemain, et sans aucune transition, le bâtiment passe aux mains des révolutionnaires qui prennent le pouvoir dans la ville. Et d'un seul coup, cette révolution socialiste amène un autre clan, une autre idéologie. Et il va profiter, laissant son meilleur ami de côté avec 2 jumeaux, pour s'évader de l'orphelinat et partir à l'aventure. Je simplifie beaucoup, mais il va commettre des excès, des exactions. Finalement, pour échapper à la juste colère des gens qui veulent remettre un peu d'ordre, il va se réfugier auprès d'une femme assez formidable, Maman Fiat 500, qui a quelques dizaines de filles, une dizaine de filles qui travaillent pour elle. Et c'est dans ce milieu, dans cette maison close, très peu close de fait, qu'il va être le seul élément mâle. Ouais. Et il va continuer son apprentissage. Vous voyez, sans être picaresque, ça reste assez enlevé. Et bien évidemment, là encore, l'ordre moral revient et on va vouloir chasser la prostitution de vie. Et donc, du coup, nouveau rebondissement, nouvelle échappée. Et une échappée presque vers la folie. Et lorsqu'on va vouloir le soigner, ce Petit Piment qui a pété un câble, eh bien, en fait, il va peut-être transformer cette fuite qui pourrait être une échappée en une façon de se restructurer pour exercer, peut-être pas une vengeance, mais enfin un règlement de compte par rapport au sort qui a été le sien depuis le début et qui semble l'avoir mis sur une mauvaise piste. Alors, c'est un résumé qui vaut ce qu'il vaut, mais... Il est bien. Non, mais tant mieux. Mais, on sent le critique, le journaliste aguerri. C'est malheureusement aussi un métier. Voilà. Mais, si j'ai rappelé tout ça, c'est juste pour dire que, comme d'habitude avec toi, on va retrouver une verve d'une truculence incroyable, une invention langagière qui fait aussi que, quand on ouvre tes livres, on n'est pas... on ne s'attend pas à quelque chose qui va ronronner, quelque chose de confortable, même si la jubilation est forcément au rendez-vous. Et surtout, la façon dont tu balayes tous les registres, ça peut être dramatique, ça peut être lyrique, ça peut être burlesque. Tu te donnes tous les moyens pour mettre en scène ce Petit Piment. Alors, simplement 3 questions pour donner envie aux gens d'aller vers ce livre. La première, c'est par rapport à l'ensemble des livres que tu nous as donnés. Il se trouve que là, Petit Piment, on est à Pointe-Noire. Pointe-Noire, tu lui avais déjà consacré un livre très différent qui s'appelait Lumière de Pointe-Noire et qui, sans vouloir forcer le trait, était assez autobiographique. On n'était plus dans le roman, tu racontais ton retour au pays natal, si j'ose dire. Et qu'est-ce que ce livre a comme écho avec ce livre-là ? Est-ce que Pointe-Noire ne pouvait pas être qu'un lieu autobiographique ? Tu avais besoin de le mettre en fiction. Et en quoi Petit Piment s'inspire peut-être de personnages rencontrés dans ta biographie ? Oui, j'avais toujours rêvé d'écrire une histoire sur un Robin des Bois des tropiques, parce que j'étais baigné dans ces histoires. J'ai passé donc 2 livres autobiographiques, Demain j'aurai 20 ans, paru chez Gallimard, puis Lumière de Pointe-Noire, paru il y a 2 ans aux éditions du Seuil. Qui est disponible en poche et qui est sur la table. Et pendant que j'étais à Pointe-Noire, puisque le Lumière de Pointe-Noire, c'est un livre sur les parents, sur la ville, je croisais les gens de la rue. Petit Piment est un personnage réel qui, quand on discutait, il m'avait fait comprendre qu'il aurait préféré exister dans un roman que d'exister dans la vie réelle. Donc c'est cette voix qui revenait vers moi et chaque fois que je discutais avec lui, il avait toujours cette manière incroyable de raconter les choses et c'était comme s'il m'avait servi l'histoire du
Petit Piment dans un plat d'argent. C'est pour ça que ma fascination aussi, non seulement pour ces Robin des Bois des Tropiques, mais aussi dans le monde de la prostitution africaine, dans ce quartier qui est à l'intérieur, qui s'appelle quartier 300. On l'appelle quartier 300 parce que la passe coûte 300, hein, parce qu'avant, il y avait... On n'a pas à se renseigner sur le prix, il suffit Voilà. de savoir dans quel quartier on va. Voilà, il y avait une bataille entre les prostituées zaïroises et les prostituées congolaises. Les zaïroises étaient moins chères, coûtaient 300. Les congolaises avaient fixé 500. Normalement, c'était un tarif pour les Européens. Mais les Européens aussi commençaient à venir dans les quartiers les plus populaires parce que c'était moins cher, mais ces femmes avaient une allure, avaient quelque chose, un peu de spécial qui faisait de la prostitution presque un art. Et c'est ce que voulaient les expatriés à cette époque. Et Petit Piment a grandi avec cette armée de femmes. Quand le maire, je ne coupe pas la discussion, quand le maire va faire son opération de Pointe-Noire, sans putes zaïroises, et là, c'est là le Robin des Bois va s'énerver parce que pour lui, c'est la seule famille qui existe. Ce que je voulais dans ce roman, c'est... Il est orphelin. Donc il est orphelin. La famille, ça compte énormément. Ce que je voulais, c'était vraiment renouer avec le genre romanesque, après avoir fait de l'autobiographie, renouer avec la pratique de la langue. Je veux dire que mes romans sont toujours écrits avec mon accent congolais, parce que je sais, dans la langue française que j'ai apprise, que quand j'ai dit quelque chose dans la langue française, il manque toujours peut-être quelque chose que je vais rajouter. Si vous prenez, quand il va chez le psychanalyste qui a appris sa psychanalyse ou quoi à Paris et qu'on lui pose la question pour lui faire retrouver la mémoire, quel est son problème? Son problème, en fait, s'il est devenu un peu amnésique, c'est parce qu'il avait oublié la plupart de ses compléments circonstanciels de lieu. Puisque comme il a oublié ses compléments circonstanciels de lieu, il ne peut plus savoir où il est, où il vit. Donc le problème de ce psychanalyste, c'est peut-être de chercher à lui retrouver comment vraiment apporter les compléments circonstanciels de lieu pour que Petit Piment redevienne ce qu'il est. Mais tout cela, c'est toujours ma manière de jouer depuis Vers cassé, avec le langage, avec la langue, avec le fait que les personnages qui m'intéressent sont toujours les personnages marginaux, parce qu'il y a plus de poésie, parce qu'il y a plus de vie, parce qu'il y a plus d'humanité. Et à travers cette marginalité, j'insère les éléments de la politique, de l'histoire congolaise, mais aussi française, en filigrane. Alors, on y vient parce que les deux questions que je vais te poser, je vais les mélanger en une seule, parce qu'en t'entendant parler de Baldwin tout à l'heure, forcément, ça m'a frappé. Tu insistais sur le fait que la réflexion sur la race, elle était posée et que peut-être il ne fallait pas rester là-dessus. Mais pourtant, dans ce roman-là, dans Petit Piment, il y a une espèce de façon de tourner autour de la notion de métissage. Il y a une Cubaine qui est très fière d'être métisse et telle que tu l'as décrit, on a quand même le sentiment que dans sa tête, elle n'est pas vraiment métisse. Elle a une apparence de métissage parce qu'elle est plus claire, parce qu'elle se prévaut de cette différence-là. Mais fondamentalement, quand tu l'écris, elle est encore dans cette espèce de destin de Fatoum qui la signe à une place où elle est un peu emprisonnée. Et ça amène... Enfin, on peut parler du métissage, ce que je voulais faire au départ, mais on va directement à la fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce roman-là, ce n'est pas une leçon, parce que ce n'est pas ton ton, mais c'est une espèce de lecture de l'histoire contemporaine que tu nous proposes. Il y a énormément de fiction, il y a énormément de travail sur la langue, il y a une jubilation du texte, mais en même temps, si on regarde de près le parcours de Petit Piment, il est un peu le curseur qui se déplace et qui révèle énormément de choses d'une histoire très contemporaine. Est-ce que ça, c'est une dimension aussi qui, dans tes fictions, devient privilégiée? Oui, d'autant plus que c'est parfois une histoire méconnue. Nous, on a eu un métissage, entre guillemets, honteux, puisque dans ces années 80, fin 70, années 80, l'Angola avait fait appel à Cuba pour venir un peu entrer dans la guerre entre Jonas Savimbi et son éternel adversaire. Et les Cubains qui se battaient du côté de l'Angola, le week-end, ils étaient libres et ils venaient dans la ville de Pointe-Noire pour un peu goûter le charme des soirées les plus chaudes.
Et donc, il sortait avec des Congolaises. Et à la fin, beaucoup de Congolaises se retrouvaient enceintes, mais le Cubain devait repartir à Cuba. Et du coup, quand vous alliez au Congo, il y avait beaucoup de métis comme ça. En classe, on voyait bien que tel, il est métis parce que c'est un Cubain qui est passé par là. Donc, cette femme qui est là, qui a été adoptée, puisque le Cubain étant reparti, on l'a pris dans le même orphelinat à l'époque, cette femme essaie de rappeler cette sorte de métissage de la honte où il y a tout un groupe de population au Congo qui ne peut pas reconnaître la paternité parce que les parents cubains sont partis plus loin. Et puis il y a d'autres, l'esclavage. Le roman se passe dans la localité de Luango. C'est à partir de là que sont partis les esclaves qui se sont retrouvés aux États-Unis. Donc Luango est une ville très intéressante. Et puis, pour les Congolais, le roman a beaucoup de clins d'œil sur le nom. Le nom, en Afrique, on ne le donne pas en regardant le calendrier. Tiens, tu t'appelleras Bernard. Dès les premières pages, il y a un nom absolument fou. Dès les premières pages, il y en a un qui s'appelle le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. Voilà. Tokumi Sanzambe, Po Mose Yamoyindo Abotamina Mbokaboko. Tout ça, c'est le nom. Voilà. Tout ça, c'est son nom. Et après, on a d'autres. Le directeur de l'école qui s'appelle Dieudonné Ngoul Momako, ça veut dire Dieudonné plat de bananes plantain au porc. Ça, c'est les noms qui existent. On donne aux gens parce que ça donne que les Congolais voient une lecture qui nous échappe. Même si, en général, avec Malice, quand tu traduis ces noms, parce que tu nous les traduis, voilà, on comprend bien qu'il y a une résonance. Mais pour eux, ils la perçoivent immédiatement. Pour nous, il faut la médiation de ta traduction. La médiation de la traduction et le fait aussi de dire que le nom va symboliser le destin de quelqu'un jusqu'au bout. Vous voyez, le nom de Mobutu, c'était loin. Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga, que je rappelle aussi à l'intérieur. Voilà, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse le terrasser. Ça, c'est son nom. C'est un programme. Et à la fin, il se retrouve l'un des plus grands dictateurs d'Afrique. C'est que sa mère était vraiment géniale de rêver un tel destin. Et donc, Petit Piment, qui s'appelle justement Tokumi Sanzambe Po Mosea Moyim de Wabotami Namboka Bokoko, c'est le Moïse noir. Il va se comporter comme le Moïse, mais jusqu'à la fin, vous savez que dans la Bible, Moïse a dû s'insurger contre la situation du peuple juif et il a dû faire même un crime jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse dans un buisson pour dire « va libérer le peuple d'Israël ». Et Petit Piment était convaincu. En tant que Moïse noir, il faut qu'il libère. Et son peuple, il n'a pas de peuple juif là-bas, ça n'existe pas. Et donc son peuple, c'est cette armée de prostituées. Si le maire touche à cette armée, et là, je deviens le Moïse et je ferai tout pour que ça soit protégé. Vous l'avez compris, bien évidemment, la lettre à Jimmy est plus que recommandable, mais ne négligez pas ce roman qui fait partie de la rentrée littéraire 2015, qui est l'un des romans phares des éditions du Seuil cette rentrée, dans l'excellente collection Fiction et compagnie, le nouveau roman d'Alain Mabanckou. Merci Alain. Merci.